Bonjour à tous, donc nous avons parlé du cardinal d'un ensemble fini, on a défini la notion d'ensemble fini, donc c'est un ensemble qui est en bijection avec un ensemble d'entiers de la forme 1 petit n, et donc maintenant on va voir le lien avec l'injectivité, la surjectivité et le cardinal. Alors on considère deux ensembles finis, et bien s'il existe une injection, donc une application injective de grand E dans grand F, alors le cardinal de E est inférieur ou égal au cardinal de F. Si pour deux ensembles finis grand E et grand F, il existe une application surjective de grand E, alors on dit dans ou sur grand F, dans ces cas-là, le cardinal de E est supérieur ou égal au cardinal de F. Évidemment, si une application est bijective, elle est injective et surjective, donc on a les deux égalités, les deux inégalités ci-dessus, donc l'égalité entre le cardinal de E et le cardinal de F. Alors, c'est assez évident intuitivement, effectivement, s'il y a une application injective de grand E vers grand F, eh bien, deux éléments distincts de grand E ont deux images distinctes dans grand F. Alors, si trois éléments sont distincts dans grand E, ils auront trois images distinctes dans grand F, donc le cardinal de grand F est au moins égal à 3, et puis si grand E a quatre éléments, alors ils auront, grâce à l'injectivité, quatre images distinctes dans grand F, donc grand F a au moins 4 éléments, etc., etc. On peut continuer comme ça longtemps. Voilà. Pour la surjectivité, c'est pareil, puisque surjectivité, ça signifie que tout élément de grand F a au moins un antécédent. Donc l'ensemble des antécédents, a au moins un antécédent, donc si on prend pour chaque élément de grand F un antécédent dans grand E, eh bien, il y a, donc pour chaque élément de grand F, on peut prendre un de ses antécédents dans grand E, et donc dans ces cas-là, si on prend un de ses antécédents dans grand E, on va prendre un certain nombre d'éléments de grand E qui sont au nombre cardinal de grand F, mais il y a peut-être des éléments qui ont la même image dans grand F, et dans ce cas-là, le cardinal de grand E sera strictement plus grand que le cardinal de grand F. Et puis donc, dans le cas 3, évidemment, on regroupe les cas 1 et 2, ça c'est évident. Alors, première proposition un petit peu surprenante. Donc, on prend petit n un antinaturel, et on va considérer les parties de 1n. Donc un sous-ensemble de 1n. Eh bien, la proposition dit que tout sous-ensemble de 1n est fini. Intuitivement, c'est évident. Et que le cardinal d'une partie de 1n est inférieur ou égal au cardinal de 1n, donc est inférieur ou égal à n. Je pense qu'intuitivement c'est évident aussi. Et de plus, si on a une partie de 1n qui est de cardinal n, alors cette partie c'est un n tout entier. Alors c'est assez intuitif, mais la preuve n'est pas évidente comme je l'ai dit ci-dessous. Alors si la partie P c'est l'ensemble vide, c'est clair, son cardinal c'est 0, c'est inférieur ou égal à n, et donc si n est égal à 0, dans ces cas-là, c'est que P c'est l'ensemble vide, mais bon, là avec un n qui vaut 0, c'est un petit peu embêtant, mais en tout cas, on a bien en tout cas l'égalité ici. Alors on va supposer que P n'est pas la partie vide. Donc, P est une partie de 1n. Et bien, puisque c'est une partie de 1n, c'est une partie majorée d'un ensemble fini, et donc de l'ensemble 1n des entiers, et donc c'est une partie majorée, donc il a un plus petit élément. Voilà, on réutilise les notions qu'on avait vues sur les entiers. Donc ce plus petit élément, on va le noter A1. Et on va poser P1, c'est P privé de l'élément A1. Alors deux possibilités, soit P1 c'est l'ensemble vide. Dans ces cas-là, c'est que dans P, il n'y a que l'élément A1. Bon, alors ça, dans ces cas-là, c'est assez simple. Hein. Et puis sinon, si P1 n'est pas l'ensemble vide, c'est que lui aussi, il a un plus petit élément, qu'on va noter A2. Et donc on va poser P2, c'est P1 privé de A2. Donc, soit P2 est l'ensemble vide, soit P, c'est l'ensemble A1, A2. Voilà. Si P2 est l'ensemble vide, alors P c'est l'ensemble A1, A2. Sinon, c'est que le complémentaire, donc P2 n'est pas l'ensemble vide, donc il a un plus petit élément, et on recommence, etc., etc. Et donc on a fabriqué un élément A1, puis un élément A2, etc. Donc on va construire comme ça une suite croissante. Mais avant de parler de cette suite croissante, remarquons que comme P est non vide et majoré par petit n, eh bien cet ensemble P possède un plus grand élément aussi, qu'on peut noter à P.
Et donc, ainsi, P, c'est l'ensemble A1 jusqu'à AP, donc on les a construits comme ça, tous les éléments, mais il n'y en a pas une infinité, puisqu'il y en a un qui est plus grand, justement. Et donc, P, ça va être donc l'ensemble A1, AP. Et donc, l'application phi qui a l'ensemble d'entiers 1P associé, qui va dans grand P et qui a K associé à K, eh bien cette application est bijective. Et donc grâce à l'application bijection réciproque phi-1, qui elle donc va de P dans un N, on a donc une application de P dans un N, une application bijective de notre ensemble P vers un N, et donc on a bien prouvé ainsi que P est fini. Donc P est un ensemble fini, et son cardinal, puisqu'on a une bijection, eh bien son cardinal est inférieur ou égal à N. Puisque 1P ici, P, on sait que c'est inférieur ou égal à N. Alors de plus, si le cardinal de P est égal à N, eh bien l'application ci-dessus, phi, donc phi-1 aussi, est une bijection. Donc si le cardinal de P est égal à N, c'est-à-dire qu'on a A1, A2, etc. à N, donc on a N éléments, donc on a une bijection entre 1, A2, AN et 1N, et donc dans ces cas-là, eh bien P c'est l'ensemble 1N tout entier, puisqu'il contient N éléments, et N éléments de 1N, donc c'est 1, 2, 3, etc. jusqu'à N tout simplement. Voilà une démonstration pas simple d'un résultat qui lui est simple. Souvent c'est le contraire. Alors, continuons sur un corollaire de cette proposition. Donc là je vous avais parlé de choses subtiles, on est en plein dedans. Eh bien, si on applique... Donc maintenant on s'est intéressé aux parties de 1N. Alors l'intérêt de ça, de s'intéresser aux parties de 1N, c'est que on va pouvoir maintenant regarder une partie grand A d'un ensemble fini quelconque. Donc on avait, si un ensemble est fini, c'est qu'il est en bijection avec un N, ça c'est la définition. Maintenant on connaît les parties de 1N, donc on va en déduire des choses sur les parties d'un ensemble fini, grand E. Et donc si grand A est une partie d'un ensemble fini grand A, alors grand A est fini. Et le cardinal de grand A est inférieur ou égal au cardinal de grand E. Et s'il y a égalité des cardinaux, alors c'est qu'il y a égalité des ensembles. Alors, on va poser, donc petit n, c'est le cardinal de E. E étant un ensemble fini, il existe une bijection phi entre un n et E. Et donc on considère une partie grand A de E. Eh bien la partie grand A de E, donc qui est ici, eh bien c'est l'image d'un certain ensemble P qui est phi-1 de A. Alors, je reprends un petit peu ici. Donc, on a grand A qui est inclus dans grand E. Donc, on peut considérer phi-1 de grand A, qui est une partie de 1N. Cette partie de 1N, je l'appelle grand P. Donc, je dis que la partie grand A de E, grand A est inclus dans E, c'est l'image de P par phi. Ouais, donc j'ai construit l'image réciproque de grand A par phi, donc qui est phi-1 de grand A, et donc maintenant je regarde cette image de cette image réciproque. Donc, donc grand A est l'image de P par phi, donc c'est-à-dire phi de P égale grand A. Mais aussi on peut considérer que P, c'est aussi donc, la partie ici, l'image réciproque non pas de grand A, mais par phi, mais l'image réciproque de grand A, non pas par phi, donc, mais par la restriction de phi à grand P. Et donc dans ces cas-là, la partie A de E, eh bien c'est l'image par la bijection phi restreinte à P d'une partie P de 1N. Donc là on considère non pas phi, mais phi restreinte à P. Et donc phi restreinte à P, le P-1 de grand A, c'est justement P. Donc on considère non pas phi, mais on restreint l'application phi sur P ici et grand A dans grand E. Et donc là on a une bijection, phi restreinte à P est une bijection, entre une partie P de 1N, ouais mais une partie P de 1N, d'après le théorème évident dont la démonstration est difficile juste avant, une partie P de 1N, c'est une partie finie. Et c'est une partie finie de cardinal que j'appelle petit p, mais qui est inférieur ou égal à n. Et donc ainsi, l'application phi p, c'est une bijection de grand P dans grand A. Et donc puisqu'on a une bijection de grand P qui est une partie finie, qui est donc un ensemble fini de la forme 1 petit n', enfin
qui est en bijection avec un petit n', ou pardon, qui est en bijection avec un petit p, et bien puisque grand P est en bijection avec un petit p, que grand A est en bijection avec P, et bien grand A est en bijection avec un petit p. Donc grand A est fini, et le cardinal de grand A, c'est grand P, c'est le cardinal de grand P, c'est petit p. Si petit p est égal à n, eh bien dans ces cas-là, l'injection de A dans E, donc c'est l'injection, donc l'application injective précédente, donc finalement le phi restreint à P, c'est phi. Vous occupez pas trop de l'injection ici, finalement c'était peut-être pas la meilleure idée de parler d'injection ici. Phi restreint à P est égal à phi, et donc on a la bijection entre phi entre 1n et grand A qui est égal à grand E. Voilà. Une application de ceci, ça va être pour les cardinaux d'ensemble fini. Donc, si on a deux ensembles finis disjoints, donc grand E et grand F, disjoints, c'est-à-dire que l'intersection est vide, et bien dans ces cas-là, le cardinal de E union F est égal au cardinal de E plus cardinal de F. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va démontrer ce résultat dans une prochaine petite vidéo.